Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live de Koala ME avec notre marraine Joëlle Dagossiri qui nous fait le plaisir et l'honneur de nous accompagner sur ce live. Je suis Axel, le fondateur de Koala ME, donc Koala ME qui est la solution pour les micro-entrepreneurs, pensée pour couvrir tous vos besoins administratifs en tant que micro-entrepreneur, du devis jusqu'à la déclaration de chiffre d'affaires en partenariat avec l'URSSAF. Joëlle, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à tous. Je suis donc Joëlle Dagossiri, je suis marraine pour Koala ME, puisque je suis une micro-entrepreneuse. Je suis coach de vie, donc j'accompagne les personnes qui souffrent de leur timidité et qui sont empêchées dans leur prise de parole. Et au-delà de ça, même d'oser ou faire ce qu'ils veulent pour leur vie. Je suis également chroniqueuse intervenante dans une émission qui s'appelle Les Grandes Gueules, qu'on peut retrouver sur la radio RMC ou sur la TNT, RMC Story sur la 23. Voilà. Eh bien, enchanté, Joël. On va attendre quelques petites minutes, le temps qu'il y ait des personnes qui se connectent, qu'il y ait des personnes qui commencent à arriver. N'hésitez pas, les personnes qui nous regardent, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions particulières sur la timidité, sur votre expérience que vous avez envie de partager. On laisse une petite minute passer le temps que les personnes se connectent et puis on revient juste après. On va peut-être commencer. La timidité. On va peut-être définir un petit peu ce que c'est que la timidité. Je pense qu'on y a tous été confrontés un jour ou l'autre. Ouais. Moi, le premier, j'imagine vous aussi, Joël, Oui, vous allez oui, vous moi, sentir oui. timide et avoir des moments de solitude de temps en temps. Ouais. En général, ça remonte à très loin dans l'enfance. Mm. Et plus on avance dans son expérience, dans son expérimentation, plus on prend confiance en soi et moins on est timide. Moi, je me souviens très bien de mes premières interrogations de poésie quand j'étais à l'école primaire et où j'étais tout rouge et transpirais à grandes gouttes parce que j'avais peur de passer en public. Maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai beaucoup travaillé sur moi et je me suis beaucoup nourri de mon expérience professionnelle aussi. Joël, vous pouvez peut-être en dire un mot si vous l'experte, c'est pas moi. Oui, oui, oui. Bah, il faut dire justement, il faut rebondir sur ce que vous dites. Il faut dire qu'à l'école, enfin, en tout cas dans l'éducation nationale française, l'oralité, c'est pas non plus quelque chose qui est très développé. Alors maintenant, ils font un effort parce que je sais qu'il y a une épreuve qui s'appelle le grand oral justement au bac, mais c'est vrai qu'on prend pas énormément la parole et que nos expériences passées d'aller au tableau et de réciter sa poésie, c'était assez traumatisant. Et puis après, en général, en grandissant, ça va mieux, mais il y a des personnes quand même en grandissant et en devenant adulte, gardent cette timidité. Moi, c'était mon cas. Je l'ai gardée jusqu'à l'âge de 30 ans. Et quand on devient adulte, ça devient quelque chose d'assez, enfin, je ne vais pas dire maladif, mais en tout cas, c'est assez pesant parce qu'on a besoin quand même de communiquer avec les autres. Et la timidité, c'est la peur de parler, mais la peur de parler parce qu'on a peur d'être jugé et on a peur d'être rejeté. Alors souvent, j'ai des personnes qui viennent vers moi et qui pensent que c'est un trait de leur personnalité. Et à chaque fois, je suis obligée de leur répondre: «Non, ça n'est absolument pas un trait de personnalité, c'est juste le résultat d'une peur». Donc une fois qu'on a enlevé cette peur, en fait, on peut parler beaucoup plus librement. Et parler librement, c'est aussi faire des choses et oser faire des choses, notamment, par exemple, créer une entreprise, parce que j'ai énormément de personnes qui sont timides, qui sont salariées, mais qui nourrissent en eux un projet entrepreneurial. Mais effectivement, quand on n'arrive pas à prendre la parole, c'est assez compliqué, notamment parce que cette prise de parole, cette difficulté à prendre la parole, elle est assez large. Elle n'est pas seulement dans l'oral, elle est aussi dans l'écrit, c'est-à-dire même créer une publication pour les réseaux sociaux, pour communiquer sur son entreprise. C'est même compliqué pour elles, pour ne pas dire quasiment impossible. Elles ont très peur de pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux autour de leur projet. Donc, on voit bien que cette problématique de la timidité ne touche pas uniquement voilà, l'oralité, le fait de prendre la parole. C'est vraiment s'exprimer dans sa totalité qui est touchée. C'est une notion de se mettre en avant et de se mettre presque à nu. Et c'est ça qui est Exactement. Il y a une question intéressante de Frédéric, je vous Oui. l'affiche. Timidité ou trac? Alors c'est tract, j'imagine, c'est pas tract, mais voilà, la question est intéressante. Souvent, on associe timidité à un trait de caractère personnel et le Ouais, tract souvent à un acteur qui monte sur scène. c'est vrai. Je, je vous laisse vous exprimer là-dessus. Moi, j'ai ma Bah, petite idée. ça peut être les deux, mais moi, je dirais quand même que le trac est lié, pour quelqu'un qui n'est pas timide, à un gros enjeu. Dans le sens, bah oui, monter sur scène ou s'exprimer devant un auditoire ou prendre la parole, par exemple, faire une présentation de chiffres devant son employeur ou présenter ses résultats, enfin quelque chose qui a fort enjeu.
Par contre, une fois sortie de ça, la personne qui n'est pas timide peut reprendre une vie normale, converser avec ses collègues, aller déjeuner avec ses collègues, sortir entre amis, n'a aucun problème pour tout ce qui est du quotidien et de la vie courante. Alors que le timide, lui, effectivement, peut avoir déjà le trac dans des situations qui sont fort en jeu, mais aussi dans des situations qui, pour nous, sont complètement dénuées d'enjeux, c'est-à-dire dire bonjour à son collègue, aller à la machine à café, aller déjeuner, parler à son responsable, enfin, des choses qui sont dans le quotidien du travail et même d'ailleurs des fois dans la vie personnelle, connecter avec des amis, enfin aller en soirée et s'intégrer, voilà, tout ce qui pour nous, on va pas ressentir vraiment de trac particulier à faire ça. Le timide pour lui, c'est même pas un trac, c'est une grosse pression avec un malaise. Donc, et quand même, je distinguerais les deux. Je dirais que la timidité, c'est autre chose quand même que le simple trac. Puis il y a une notion aussi, alors j'allais dire presque pathologique, le mot est peut-être un peu fort, Oui, mais il y a aussi des symptômes physiques à la timidité. exactement. Pour parler de mon expérience, les premières réunions que j'ai animées, Mm. alors c'était il y a très longtemps, hein, j'ai été jeune aussi, les premières réunions que j'ai animées, où je prenais la parole et où c'est moi qui menais le projet, qui menais le débat, j'avais effectivement, je rougissais, j'avais des gouttes de sueur qui Ouais. perlaient, et j'avais Mm. ces symptômes physiques de la timidité. Donc c'est pas juste j'ose pas y aller et puis je me fais Non, des histoires, tout ça, ça va au-delà de ça. Alors pathologique, le mot est peut-être un petit peu fort, mais il y a aussi un impact physique, oui. physiologique de la timidité sur la manière dont on se présente et dont on parle. Exactement, et cet impact-là commence très tôt, c'est-à-dire qu'il peut commencer même avant l'action en elle-même, c'est-à-dire on les ressent quand on prend la parole, on peut, voilà, la transpiration, le bégaiement, devenir tout rouge, etc., des maux de ventre, mais ils le ressentent même avant, en prévision, en sachant qu'ils vont devoir faire face à cette situation. Ils sont déjà très stressés avant, avec des maux de ventre, etc. Donc c'est vraiment quelque chose, oui, qui va au-delà de juste j'ose pas, oui. Mmh. Et alors ça, c'est dans le cadre général. Dans le cadre Mmh. d'une entreprise, d'un entrepreneur, ça peut être très problématique d'être timide et d'avoir justement ce symptôme-là, surtout quand on est entrepreneur individuel, en Mmh. micro-entreprise ou en SASU, par exemple, où on est le seul Oui. représentant de son entreprise. Donc du coup, quand on veut aller convaincre un banquier de nous suivre sur notre Mmh. projet ou aller convaincre un client d'acheter notre produit parce Mmh. qu'il est le meilleur et on en est convaincu qu'il est le Mmh. meilleur, ça peut être parfois compliqué, ça peut mettre en péril l'activité. Donc est-ce que, Joël, Exactement. vous auriez 2-3 petites astuces pour lutter contre cette timidité qui peut être très impactante? Alors moi, souvent ce que je conseille, c'est qu'il ne faut pas oublier que prendre la parole, c'est aussi un entraînement. Et il faut s'entraîner et vaut mieux s'entraîner, alors, seul chez soi au début, c'est-à-dire répéter, beaucoup ce qu'on va dire devant le banquier, par exemple. Ensuite, monter un peu graduellement et convoquer entre guillemets des membres de la famille, enfin, des gens avec lesquels on se sent en sécurité, mais où quand même on est face à quelques perdus. Donc voilà, convoquer un frère, une sœur, des amis, enfin des gens avec qui on se sent en sécurité, histoire de s'entraîner à répéter son discours alors qu'il y a des gens qui nous regardent. Et aussi, histoire de connecter avec les yeux, parce que aussi le timide, le souci, c'est que c'est beaucoup ça. Donc, il baisse les yeux, etc. Alors que pour convaincre, quand même, si on ne regarde pas dans les yeux, la personne qui est en face peut l'interpréter comme soit il n'est pas crédible, soit il ment, il me cache quelque chose. Et la personne qui est en face ne va pas tout de suite penser à de la timidité. Il va penser à quelque chose il n'est pas authentique, ou il est faux, ou il me cache quelque chose. Donc, c'est important de pouvoir s'entraîner à connecter avec l'autre, avec le regard. Et pour ça, il vaut mieux, donc, s'entraîner chez soi, connecter avec son propre regard. Il faut s'habituer à son propre regard sur soi, donc devant le miroir, autant de fois qu'il le faut. Ensuite, prendre des personnes qu'on connaît et le refaire, s'entraîner à balader son regard, à pouvoir même remettre son regard sur ses fiches, pourquoi pas, et relever le regard. Enfin, tous ces mouvements qui ne sont pas naturels pour un timide parce qu'il est très figé et qu'il a du mal à montrer ses émotions et à lâcher prise. Donc voilà, moi c'est ce que je conseillerais. En fait, c'est tout ce qui concerne l'expression non verbale, en fait, qui est Exactement. très impacté du coup, quand on est timide, tout ça est Oui. mis en avant et tout ça met beaucoup en péril. C'est ça, tout à fait. Tout à fait, parce que le message en lui-même doit être accompagné d'une gestuelle, quand on peut, pas non plus faire des grands gestes. Moi, je suis quelqu'un qui parle avec les mains. Mais, mais voilà, d'une gestuelle, en tout cas, le corps doit accompagner le message. Si le corps n'accompagne pas le message,
la personne qui est en face ne comprend pas ce qui se passe et n'adhère pas et ne connecte pas. Donc, c'est très compliqué de le convaincre d'adhérer à votre projet ou de vous financer, etc. Parce qu'il y a une espèce de dissonance entre le ressenti et l'entendu. C'est ça, tout à C'est ça. fait. Je vois qu'il y a une autre question d'Alice qui nous demande: une personne timide peut-elle guérir entre guillemets à 100% ou restera-t-elle toujours une personne timide? Oui, elle peut guérir. Bah, déjà, moi, j'en suis la preuve parce que j'étais timide voilà, jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc, j'en ai guéri. Là, j'en ai 42. Donc, j'en ai guéri. Et une fois que je m'y suis mis, en fait, ça allait assez vite. Alors que je pensais que ça prendrait au moins 20 ans. Donc, ça allait assez vite. Et oui, elle peut en guérir. Après, on passe, il y a plusieurs stades de timidité. Il y a vraiment la timidité débutant, on va dire, où je ne parle pas du tout. J'ai vraiment, même bonjour, c'est compliqué pour moi. Et puis ensuite, il y a, c'est bon, j'arrive à prendre la parole, mais je n'ose pas encore faire certaines choses. Et puis, il y a aussi une timidité qui est dans, j'ai réussi à monter mon projet, je l'ai mis en place, par contre, j'ai du mal à demander de l'aide. Ça, c'est quelque chose que les timides peuvent rencontrer parce que quand on est timide, on a un besoin de contrôle. On contrôle énormément. Et notre prise de parole, il faut qu'on s'assure qu'elle soit parfaite avant de pouvoir la délivrer. Et on contrôle énormément nos émotions. On ne veut absolument pas qu'ils puissent se voir. Et donc, on est vraiment dans le contrôle. Et le fait d'aller, par exemple, demander de l'aide pour son projet, et parce que quand on est tout seul, moi, par exemple, je suis en micro-entreprise, je suis vraiment seule. Et j'ai besoin des On fois. est là, Joël. Oui, oui, non, mais heureusement que vous êtes là parce que du Ah, coup, comme on vous a m'avez perdu libéré Joël. du temps sur mes factures, je peux demander de l'aide ailleurs. J'ai le temps pour autre chose. Et donc, et donc du coup, j'ai besoin quand même d'aller connecter avec d'autres professionnels, par exemple, aussi, et de pouvoir leur dire, bah, écoute, voilà, est-ce que tu t'y connais dans ça ou dans ça? Et la timidité, elle peut aussi, on peut la retrouver à ce moment-là de notre projet professionnel aussi. Donc, c'est un travail permanent, mais on en guérit effectivement, oui, sans problème. Sans problème, oui. Oui, après, c'est une question, je pense que c'est essentiellement lié à la confiance en soi C'est ça, et à l'entraînement, en fait. exactement. Donc, c'est vrai que plus on se confronte à cette peur-là, Mmh, cette peur de prendre la parole en public, mmh, à un moment, il faut y aller, quoi. Il faut arrêter de se ouais, dire: «J'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais». Il faut arrêter de vouloir tout contrôler, ce que vous disiez tout à l'heure. mmh. Et du coup, il faut se lancer, y aller. On se prend des gadins, Ah bah, forcément, ça, même c'est si sûr. c'est obligatoire, mais dans la vie, on s'en prend forcément. Je pense pas qu'il y ait un seul d'entre nous qui a appris à marcher sans tomber. Non, Donc la timidité, c'est pareil, il faut se lancer c'est dans le grand bain exactement et pareil. il faut y aller. Mmh. Exactement pareil. Et plus vous parlez, et mieux vous parlez. Ça, il faut pas l'oublier. C'est parce que quelquefois, quand ils prennent la parole et que ça bégaye un peu et qu'ils rougissent ou etc., ils se découragent parce qu'ils se disent non mais j'y arriverai pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces symptômes-là vont disparaître avec les nombreuses prises de parole que vous allez faire. Oui, donc il y a pas de fatalité à être timide. Non. Il y a juste, faut avoir envie d'y aller, il faut se dire que de toute façon, on n'a pas grand-chose à perdre. Je pense qu'il y a aussi cette notion-là, cette notion de, au final, quand on relativise le risque qu'on prend à prendre la parole en public, bah, il est assez faible. Voilà, Oui. donc on risque pas de perdre sa maison, d'être Non. transformé en crapaud ou quoi que ce soit. Juste on prend le risque de se mettre en, mais c'est un risque effectivement de se mettre en avant, de se mettre presque à nu. Oui. Effectivement, c'est un risque, mais qui a somme toute des conséquences assez limitées. Mmh. Juste une petite précision Oui. pour les gens qui regarderaient ce live en replay, parce que le live va être accessible en replay. N'hésitez pas à mettre vos commentaires le replay, on y répondra aussi même après. Mmh. Donc, si vous avez raté le live en direct, n'hésitez pas à mettre vos commentaires en replay. Le replay sera disponible quelques minutes après la fin du live et donc on y répondra aussi de toute façon. J'ai une autre question d'Arthur Lenormand qui dit: «Bonjour Joël, je suis commercial, j'ai Bonjour régulièrement du Arthur. mal pour ma prospection téléphonique. C'est presque l'angoisse», donc je vais vous lire la fin de la question. «C'est presque l'angoisse, as-tu des conseils pour la prospection téléphonique d'Arthur?» Bah, déjà, Arthur, il faudrait savoir qu'est-ce qui vous angoisse dans la prospection téléphonique? Est-ce que c'est le fait de déranger les autres? Est-ce que vous avez l'impression que le téléphone vient un petit peu être intrusif dans leur organisation quotidienne et voilà? Est-ce que c'est parce que vous ne téléphonez pas assez et que du coup, vous avez du mal à enchaîner vos arguments? Ou alors est-ce que c'est un manque de préparation? En fait, il faut vraiment déterminer ce qui vous gêne le plus dans le fait de téléphoner. Alors, si c'est le fait que vous ayez peur de déranger les autres, j'avais d'ailleurs fait une publication dessus, il faut vous entraîner à déranger les gens. C'est bizarre, mais comme je dis toujours, moi, je dis toujours que la sphère privée, c'est un peu comme un laboratoire. Moi, j'utilise la sphère privée
comme un peu mon laboratoire et je teste tout ce qui me dérange sur eux. Alors, les pauvres. Alors, testez-vous, entraînez-vous à déranger votre tante, votre grand-oncle, à l'appeler à l'improviste en pleine journée. Et même s'il vous dit, ah oui, mais là, je peux pas, je suis au boulot, je te rappelle. Ah bah, d'accord, tu me rappelles. Enfin, entraînez-vous à appeler sans prévenir, entre guillemets. Donc, il y a ça, si ça vous dérange. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir une sorte de charte, enfin, en tout cas, oui, une sorte de charte, deux, trois phrases du début qui seront toujours les mêmes, toujours les mêmes. Votre façon de vous présenter, pourquoi est-ce que vous appelez, de sorte à ce que ça sorte assez facilement. Voilà, n'essayez pas de varier, ayez une sorte de canevas qui soit… Une sorte de rituel d'entrée, en fait. Voilà, exactement, qui va vous mettre en confiance parce que comme vous l'aurez un peu délivré de manière naturelle, vous serez moins stressé et ensuite vous gérerez l'appel normalement. Et puis, ce qui peut vous faire peur aussi, c'est l'imprévu. C'est le fait que votre interlocuteur ait des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre. N'hésitez pas à le mettre en attente. N'hésitez pas à reporter votre réponse. C'est beaucoup mieux que de bégayer, de paniquer en face de lui. Voilà. D'accord. Arthur précise qu'il téléphone beaucoup depuis 2 ans, mais qu'il a peur du refus et du rejet, en fait. Ah Voilà. oui. Alors, Ben, ça, il y a un autre élément que moi, je peux peut-être y répondre, oui. parce que du coup, on a des commerciaux dans notre équipe aussi, et du coup, je vois un peu comment ça fonctionne. C'est vrai que le métier de commercial, il est compliqué. Après, quand on est entrepreneur individuel, on est forcément community manager, comptable, administrateur, commercial, on est tout. Donc, quand on est travailleur individuel, on est obligé d'endosser toutes ces casquettes-là. Le commercial, c'est certainement un des rôles les plus compliqués, et notamment parce qu'on va vers des gens qui ne nous attendent pas, qui n'ont Ça. pas de désiré. Et donc, du coup, il faut juste avoir un esprit, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a rien à perdre en vrai. On n'a rien à perdre. Si on va les prospecter, c'est qu'on a un produit ou un service dont on est convaincu qu'il est pertinent pour la personne. Donc à partir de ce moment-là, ne serait-ce que se dire avant de téléphoner, j'appelle telle personne parce que je sais que mon produit, mon service, mon offre, elle peut correspondre à ses besoins, ça remet tout de suite dans un autre positionnement d'esprit qui peut faciliter cette prise de parole. C'est Donc, je ne sais vrai. pas ce que tu en penses, Joël. Ah non, mais je suis complètement d'accord puisque tout part de nous. Et des fois, il faut s'interroger un peu plus, enfin, une sorte d'introspection. Quelquefois, c'est même pas technique, c'est un peu émotionnel dans le sens où est-ce que vous croyez au produit que vous vendez? Parce qu'il y a souvent des personnes qui viennent vers moi et qui, en réalité, quand on fouille, c'est pas vraiment de la timidité, c'est qu'en réalité, elles ne croient pas réellement aux produits qu'elles vendent. Soit parce qu'elles n'adhèrent pas en réalité à ce qu'elles vendent, ou soit parce que elles n'ont pas appréhendé tous les contours du produit, donc elles sont pas à l'aise elles-mêmes en fait avec le produit qu'elles vont présenter, et du coup ça se traduit dans leur façon d'approcher le prospect, enfin voilà, ou le futur client. Et donc il y a aussi ces questions-là à se poser et qui sont pas vraiment d'ordre technique, mais plutôt vraiment d'ordre émotionnel. À quel point je suis attachée au produit que je vends, à quel point il me plaît et à quel point je vais pouvoir transmettre à l'autre ce qui me plaît dans ce produit-là. Voilà. Oui, ça, c'est une donnée super importante, mais là, on touche plus large que la Oui, timidité, mais c'est juste aussi avoir à l'esprit quand on se lance, surtout en entreprise individuelle où encore une fois, on est tout seul. Quand on se lance, bien penser tous les contours du projet avant ouais. de se lancer. Donc, y compris qu'est-ce qu'on va vendre? Est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est un service? Comment on le package, on va dire? Comment on l'emballe pour le vendre? Et surtout, voilà, pensez à ça et pensez à vraiment en profondeur, à vraiment toute la plus-value que peut apporter votre service ou votre produit. Donc ça, c'est très important avant de se lancer, et du coup, ça peut vous permettre effectivement, si vous êtes quelqu'un d'un naturel peut-être un peu timide, de dépasser cette timidité parce que, voilà, vous serez au taquet sur la connaissance de votre produit, l'intérêt pour votre prospect. Oui, Oui, Joël? pardon, je lève le Non, doigt comme d'accord. à l'école, maître. Et je pense à aussi quelque chose pour Arthur qui a peur du rejet, etc. Faut que peut-être Arthur, vous devriez vous dire que le rejet, c'est ce qui va vous permettre d'améliorer votre prise de parole, parce que souvent, derrière le rejet, il y a une objection. Souvent, que le prospect va vous dire oui, mais alors attendez, votre produit, d'accord, mais moi, je peux pas parce que si. Et vous allez rentrer avec cette objection et vous allez essayer d'y répondre pour la prochaine fois, parce qu'en fait, les objections, elles se retrouvent. En général, elles tournent toutes. Il y a peut-être trois ou quatre grosses objections qui reviennent à chaque fois. Et le fait d'avoir un rejet, voyez-le comme plutôt une opportunité de vous améliorer parce que vous aurez eu une objection sur laquelle vous allez pouvoir travailler, et que le prochain client qui va vous dire « Ah oui, mais moi, ça, je ne peux pas parce que ça », vous saurez répondre pour la prochaine fois.
Oui, ça, je pense qu'il y a effectivement une tournure d'esprit à adopter et se dire, Ouais, voilà, ne pas avoir peur de l'échec. L'échec, ça fait grandir aussi. c'est Voilà, donc ça, ça, c'est tout à important fait. aussi de l'avoir à l'esprit et voilà, donc se mettre à nu, bah, faut y aller. Oui. Enfin, faut y aller, faut pas hésiter à prendre la parole Mmh, et à parler de son projet, de son produit et prendre l'échec comme un moyen de mmh, progression, pas juste comme un échec pur c'est ça. et un refus simple. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des commentaires, des questions, des interrogations sur la timidité? Après, ce que vous disiez aussi tout à l'heure, Joël, vous parliez de timidité à l'oral, mais aussi à l'écrit. Oui, Donc ça, moi, je trouve ça intéressant parce que c'est effectivement, enfin, quand on a préparé le live ensemble, moi, j'avais pas du tout pensé à cette notion de timidité à l'écrit parce que c'est vrai qu'à l'écrit, c'est beaucoup plus facile de se livrer. oui. Puis on le voit bien avec, il y a Arthur qui nous remercie, qui dit qu'il a pris des notes, c'est avec plaisir, Arthur. Ah bah, merci Arthur. Euh, donc, ouais, à l'écrit, c'est beaucoup plus facile et on le voit avec enfin, tout ce qu'on voit qui est déversé sur les réseaux sociaux, les gens se lâchent quand même un petit peu plus facilement, Ouais. mais ça parle pas d'eux. Donc moi, je voudrais bien que vous réabordiez cette notion-là, Mmh. difficulté à l'écrit aussi. Oui, parce que justement la peur, comme on dit, la peur du timide, c'est la peur d'être jugé et d'être rejeté. Et les réseaux sociaux, justement, comme tout le monde se lâche et qu'il y a énormément d'invectives, de violentes, prises de parole, en tout cas de réponses, écrites et cetera, et ben, la timidité se retrouve même à ce niveau-là parce qu'en fait, la personne a très peur de pouvoir, émettre une opinion ou même présenter son projet et qu'il y ait quelqu'un qui commente, le projet en disant: «Ah ben, moi, j'aime pas ce que vous faites, par exemple, votre produit, je le trouve pas beau» ou et cetera, et donc elle va se retrouver confrontée à ce qui lui fait le plus peur dans la «vie réelle» entre guillemets, c'est-à-dire qu'on lui dise: «Je ne t'aime pas», en gros. Mmh. Voilà, donc elle son amour ou son estime d'elle-même se retrouve dans son produit. Donc c'est vrai qu'il m'arrive très souvent d'accompagner des gens dans leur timidité, mais de fêter, au-delà de fêter leur première prise de parole, et cetera, on fête également très souvent le fait qu'ils aient fait une publication sur Twitter ou sur Instagram ou sur Facebook, alors que pour nous, c'est de l'écrit, on se dit: «Mais c'est rien». Mais on fête aussi également qu'ils aient pu mettre une photo sur leur profil. Il y a beaucoup de choses, une photo sur leur profil. Parce que sans ça, on a besoin des réseaux sociaux aujourd'hui pour, bah, quasiment presque tous les projets entrepreneuriaux se retrouvent sur réseaux sociaux, et cette personne-là a besoin de s'afficher, de mettre une photo de profil, très souvent, de pouvoir, publier sur son projet, d'écrire son projet sur, Facebook ou sur Instagram, et du coup, de recueillir les commentaires qui vont avec pour qu'elle puisse améliorer son projet. Et ce qui lui fait peur, ce sont justement ces commentaires-là. Et donc cette timidité se retrouve également maintenant, avant c'était moins le cas, mais maintenant elle se retrouve également à l'écrit beaucoup. Ouais. C'est une des différences, je pense aussi, c'est qu'une prise de parole orale, quand on est Mmh, timide, on se fait peur à soi-même c'est et le ça, retour, terrorisant, c'est nous-mêmes c'est qui nous nous-mêmes, l'infligeons. c'est vrai, Alors que sur les réseaux sociaux, le retour, c'est les autres qui les autres. l'infligent parce qu'eux, ils n'ont pas de filtre. Ouais, Et c'est sur les ça. réseaux sociaux, il y a beaucoup moins de filtres. Donc c'est effectivement une petite différence Mmh, et je pense que c'est aussi super important, mais dans tout parcours, je dirais presque de guérison de la timidité ou d'autres choses. C'est important de marquer des petites victoires oui. effectivement et de se féliciter d'avoir pu mettre une photo de Mmh, profil, d'avoir oui, pu mettre un post exactement. et c'est ce qui contribue aussi à franchir les marches une par une pour arriver au palier où la timidité n'est plus un frein. Il y a une question de Frédéric, alors je ne vous l'affiche pas parce qu'elle est très longue, qui dit: «La timidité ou le trac ne sont-ils pas liés à un effet de nombre? En effet, un face-à-face peut être bien plus facile que de s'exposer à un groupe sans interaction. On peut être brillant face à face, mais devant un groupe nettement moins brillant. Ou qui regarder?» Donc alors effectivement, j'ai fait une première réponse, je vous laisse la parole après, Joël. Mmh, Effectivement, l'aspect de groupe, il est impressionnant. C'est-à-dire que si on se met devant une salle entière et qu'on parle, c'est très impressionnant. mmh, Au-delà de ça, les techniques sont les mêmes. C'est-à-dire mmh. qu'on parle à une personne ou à une vingtaine de personnes ou une centaine de personnes, les techniques sont les mêmes. Donc, je vous laisse rebondir dessus. Oui, oui, je suis d'accord avec vous, les techniques sont les mêmes, et après c'est pour ça que je parlais de, entre guillemets, «de niveau de timidité». Il y a des personnes qui me disent, «Moi, en dessous de 3 ça va». Elles ont même, entre guillemets, calculé le nombre de personnes à partir desquelles ça commence à pêcher. Donc, elles me disent: «En dessous de 3 ça va, à partir de 3 c'est la panique». Alors ça, c'est des choses que, aujourd'hui j'ai encore du mal à expliquer, pourquoi 3 et pourquoi 4 et pas 3 et pourquoi 5 et pas 4. C'est assez compliqué, mais elles, c'est leur sentiment qu'au-delà de 3, c'est fini. Mais effectivement, on peut avoir, et c'est là où justement on parlait tout à l'heure de trac.
où justement il y a le trac qui va venir se rajouter quand il y a pour nous un enjeu. Si pour nous, 3 personnes, c'est un enjeu, alors la timidité vient. Alors 3 personnes, c'est quoi? C'est 3 personnes au restaurant avec 3 amis ou c'est 3 personnes devant lesquelles je dois présenter, je ne sais pas, des résultats ou je dois parler de mon projet d'entreprise? Est-ce qu'il y a un enjeu? Moi, je pense que le nombre, c'est pas tellement le nombre, c'est quel enjeu en fait. Et l'enjeu peut être aussi très fort avec une seule personne, par exemple un entretien d'embauche. Là, l'enjeu est très fort et pourtant on a peut-être très souvent une seule personne en face de nous et ça c'est complètement déstabilisant et paralysant. Donc, je crois que plutôt qu'à la notion d'enjeu plutôt qu'à la notion de nombre, mais voilà, ça peut fluctuer. Il y a une question intéressante aussi d'HK. Alors, je vous la fiche pas parce qu'elle est très longue aussi. Donc je vous la lis. Je travaille depuis un moment sur ma timidité et je remarque paradoxalement parler beaucoup trop lors d'échanges importants, oral et écrit. J'ai peur des blancs dans la conversation, ce qui donne un discours brouillon et déstructuré. J'aimerais réussir à prendre le temps d'avoir un discours plus concis et clair. Ouais, Peur ça du vide. oui, ça c'est aussi, un autre aspect de la timidité, des personnes qui parlent beaucoup pour cacher quelque chose. Pareil, en fait, la cause est la même, sauf que le moyen d'y arriver n'est pas le même. Il y a des personnes qui ne parlent pas parce qu'elles cachent elles veulent cacher quelque chose et des personnes qui parlent beaucoup parce qu'elles veulent cacher quelque chose. Et moi, ce que je fais souvent, on va traiter ce qu'on veut cacher, justement. On va aller voir ce qu'on veut cacher et une fois que ça c'est traité, en fait, finalement, la parole, elle se rééquilibre. Alors, soit elle se rééquilibre par le bas, c'est-à-dire on va moins parler, on va laisser la place aux autres, etc. Ou soit elle se rééquilibre par le haut, on va plus parler. Mais le tout c'est de savoir, mais en fait, je veux quand même cacher quelque chose et qu'est-ce que je veux cacher? Donc, c'est pas tellement, encore une fois, un problème technique de je parle trop, je parle pas assez. C'est qu'est-ce que tu veux cacher et ce que tu veux cacher, est-ce que c'est réellement à cacher ou est-ce que en fait, il faut plutôt le montrer? Et une fois qu'on a résolu ça, la parole en elle-même se rééquilibre. Et il y a une autre question donc de Charlène qui dit par rapport à ces réseaux sociaux, il est difficile d'assumer de devoir entre guillemets se vendre soi. On sait que c'est important de se mettre en avant, mais c'est pas toujours facile. Donc j'imagine effectivement que on a plus envie de vendre ses produits que de se vendre soi-même sur certains types d'activités. Et on sait très bien sur les réseaux sociaux, c'est plutôt l'inverse qui marche. Donc c'est peut-être cette espèce de schizophrénie, on va dire, qui est peut-être un peu compliquée à mettre en place. Bah, ça dépend, en fait, ça dépend. Il y a des produits qu'on peut mettre en avant tout seul et qui se vendent très bien, ou une activité qui se vend toute seule sans soi. Par exemple, j'ai un ami qui est coach sportif et qui au début se vendait lui, c'est-à-dire qu'il montrait bah, ses biceps, voilà, salle de sport et tout, etc. Et qui a arrêté de se vendre et de vendre son travail, c'est-à-dire qu'il mettait les photos avant-après de ses clientes, avant-après. Et bizarrement, bah, son activité a décollé quand il a arrêté de se vendre lui. Donc il y a des produits qui sont très visibles, comme là le avant-après dans le cadre d'un coaching sportif. Il est tellement, je veux dire, sensationnel, exceptionnel. Enfin, on le voit, le résultat est tellement visible qu'on n'a plus besoin de se mettre en avant. Moi, par exemple, dans mon activité, c'est un mix des deux. Je vends mes résultats dans le sens où je demande à des personnes, si elles le souhaitent, de pouvoir témoigner du travail qu'on a fait ensemble. Mais je me vends aussi parce que dans le coaching, les personnes doivent adhérer à vous et à votre façon d'être et à votre façon de les emmener là où ils veulent aller. Donc, c'est vrai qu'il faut déterminer quelle est votre activité. Et peut-être que votre activité ne nécessite pas que vous vous vendiez, alors que vous avez l'impression qu'il faut absolument me vendre. Et du coup, ça vous paralyse, alors que peut-être que pas du tout. Et voilà, il n'y a pas de règle, mais c'est plutôt le produit en lui-même qui fait la règle. C'est ça, en fait, c'est le produit et l'activité qui C'est ça, détermine ce qu'il faut vendre, quoi. c'est ça, Effectivement. exactement. C'est quelqu'un qui fait du dropshipping en ayant beaucoup de masse de petits objets va pas se vendre On va lui-même le en vendre, tout mettant à en avant fait. ses produits. Par contre, effectivement, une coach va se vendre Oui, plus aussi elle-même parce qu'il y a cette notion oui, je dois vendre que oui, d'adhésion. voilà, on peut y arriver, je peux y arriver, donc vous pouvez y arriver, etc. Donc, c'est peut-être que cette personne a l'impression qu'elle doit se vendre et du coup, ça la bloque un peu et peut-être qu'en fait, finalement, elle n'a pas du tout à se vendre et que c'est plutôt un dictat, entre guillemets, du moment qui dit ah oui, mais il faut absolument te montrer, alors que peut-être que pas du tout. Oui, tout à fait. Joël, j'ai une petite question. Oui, Est-ce que vous auriez une sorte de petit rituel aux personnes qui sont timides, oui, fortement ou pas fortement, mais un petit rituel à leur conseiller avant de prendre la parole, que ce ouais. soit une prise de parole orale ou une prise de parole écrite?
genre 5 minutes avant, qu'est-ce que je fais pendant les 5 minutes avant pour me mettre dans les bonnes conditions justement pour affronter ce grand moment qui me fait tant peur? Alors, c'est un rituel qui est plutôt lié au mental, puisque en réalité, c'est plutôt le mental qui joue, hein, dans la peur de prendre la parole. Moi, j'utilise et ce que je conseille, c'est, d'utiliser la méditation si on peut, mais aussi beaucoup la visualisation. C'est-à-dire de vivre le moment avant et tel qu'on aimerait le vivre exactement et donc en fait, c'est de l'imaginer, hein, c'est se mettre en position d'imaginer ce moment-là et de déterminer bien en amont comment vous allez, entrer dans ce moment, ce que vous voulez ressentir pendant ce moment et comment vous allez en sortir de ce moment. C'est-à-dire, de même visualiser et ressentir la satisfaction que vous avez eue à vivre ce moment, de la manière dont vous vouliez le vivre avant. Donc, c'est vraiment de l'appréhender et de le vivre avant, de sorte à ce que envoyer les bonnes informations au cerveau, lui dire, voilà, regarde, c'est comme ça que je veux me comporter, c'est comme ça que je veux le vivre. Il a une mémoire et le corps a une mémoire des émotions, c'est-à-dire qu'il va enregistrer le ressenti que vous avez pu avoir pendant votre visualisation et ce qui va lui permettre de le reproduire au moment où vous allez passer à l'action. Alors, il y a des petits déchets parce qu'on ne contrôle pas tout, hein, ça, il faut bien le savoir. Déjà, on ne contrôle pas les autres. Donc, ça, c'est déjà, on ne contrôle pas leurs réactions, etc. Et puis, il y a des petits déchets parce que voilà, la prise de parole, on peut être interrompu, on peut un peu paniquer, oublier un mot. Mais en tout cas, je dirais qu'à 70%, on va recracher, entre guillemets, ce qu'on a vécu pendant la visualisation. On peut le faire 5 minutes avant, mais on peut aussi le faire même 15 jours avant, en prévision, par exemple, d'une grosse prise de parole. On peut s'entraîner techniquement, donc préparer ses arguments, etc. Ça, c'est pas de problème. Et ensuite, se visualiser en train de les dire, en train de visualiser la salle, visualiser même le public, se visualiser en train de se déplacer, de faire les mouvements pendant qu'on parle. Enfin, on peut tout y mettre, hein. C'est un peu comme la lettre au Père Noël. Vous y mettez ce que vous voulez. Donc voilà, ça, c'est vraiment le petit rituel que vous pouvez faire. Et pour les personnes qui sont très timides, moi, je conseille même qu'elles le fassent quotidiennement, même si elles ne prennent pas la parole, en fait, qu'elles se voient toujours en train de l'apprendre. Donc une part d'autosuggestion pour habituer son esprit, son cerveau et son corps Exactement, à justement bien passer ce moment-là. c'est ça. Pas de vocalise avant, pas de Ah bah, si, respiration, après, si, tout bah, ce qu'il faut dans pour, la visualisation, c'est une sorte de méditation, donc on est censé quand même se mettre en repos, bien respirer, ça accompagne la visualisation, bien sûr. Et ensuite, pour la voix, et cetera, ça, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, il faut s'entraîner chez soi à répéter. Là, vraiment, le discours en lui-même, en fait, ça, c'est sûr qu'il faut le travailler. Il faut le répéter chez soi. Il faut s'obliger, entre guillemets, parce que beaucoup de timides ont des problèmes avec leur image. Donc, il faut s'obliger à se regarder dans le miroir et à se regarder, voilà, donner son discours. Et puis, comme j'ai dit, ne pas hésiter à convoquer la famille, les amis et à s'entraîner sur ça, ouais. donc à martyriser ses proches. Oui, mais c'est des bons cobayes, hein, Oui, tout à fait. Et en général, ils mâchent pas leurs mots, donc ils ont en plutôt un plus, retour qui est sans filtre pour le coup. en Donc plus, c'est aussi intéressant pour progresser. tout à fait. Heu, je vois pas d'autres questions qui arrivent. Bah, du coup, s'il y a pas d'autres questions, on va peut-être faire le mot de la fin. Joël, je vais vous Oui, laisser faire le mot de la fin. Juste un petit détail, encore une fois, pour ceux qui regarderaient en replay et pour ceux qui sont là aussi, n'hésitez pas à taguer, des amis que vous connaissez qui pourraient être intéressés par le sujet qu'on vient de traiter. Le replay sera disponible d'ici un petit quart d'heure, donc qu'ils n'hésitent pas à poser leurs questions en replay, on y répondra, même si c'est après le live. mmh, Joël, je vous laisse le mot de la fin pour conclure comment on fait pour vaincre cette timidité quand on veut oui. entreprendre. Alors moi, je veux vraiment donner un conseil aux timides qui veulent entreprendre, qui ont déjà ce truc en tête, et cetera. C'est, de se détacher un petit peu du résultat du projet. Parce que quand on est timide, en fait, on a tellement d'obstacles, enfin, on imagine tous les obstacles qu'on doit passer, c'est-à-dire prendre la parole, s'exprimer à l'écrit ou à l'oral, et cetera, plus tout ce qui est de l'ordre du projet en lui-même, le monter, l'administratif, et cetera. Et quand on a tout ça en tête, en fait, on peut déjà se décourager à l'avance. Alors moi, ce que je recommande quand on est timide, c'est ne pensez pas à la prise de parole, pensez à ce que vous pouvez faire maintenant sans prise de parole. Que ce soit de la recherche, par exemple, sur votre projet, de la veille de concurrence, de la recherche, appelez l'URSSAF, appelez Koala pour savoir comment est-ce que je peux gérer mes factures. Enfin, tout ce qui n'est pas la prise de parole et qui vous fait très peur, mais de sorte à démarrer votre projet
Et puis ensuite, quand vous allez vraiment sentir qu'il faut effectivement faire une prise de parole, bah, appliquez les conseils qu'on a pu donner là pendant le live. Sinon, appelez-moi, n'hésitez pas. Je vais pouvoir vous aider. Mais en tout cas, ne pas penser la prise de parole comme quelque chose de forcément bloquant. Donc, commencez tout de suite avec tout ce qui n'est pas, tout ce qui est autour de la prise de parole et qui va faire avancer votre projet d'entreprise. Voilà. Parfait. Juste une dernière question de Oui. Frédéric, qui dit: «Avez-vous un conseil afin de contrer, entre guillemets, une personne qui vous déstabilise lors d'un échange en groupe?» Alors Alors, là, on est plus dans contrer. les techniques de débat que dans la timidité, je pense. Bah, en fait, je pense que c'est très important de pouvoir rester focus sur le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on est là enfin, pourquoi est-ce qu'on débat de ce sujet et pourquoi est-ce que, par exemple, j'ai pris cette prise de position. C'est important de revenir sur soi parce que si on va, entre guillemets, sur le terrain de l'autre et qu'on n'a pas l'habitude, ça peut se faire, hein, mais on peut très vite être déstabilisé et perdre ses mots et puis après culpabiliser parce qu'on n'a pas, on se dit, oh, j'aurais dû répondre ça. Bah. Non, on peut répéter son argument. C'est quelque chose d'assez simple. C'est de revenir à son argument et de le répéter, de dire oui, oui, mais moi, je te dis ça parce que c'est donc pour le pourquoi, parce que je pense que ça, et j'entends très bien ce que tu dis, mais moi, et en fait, camper un peu sur ses positions. Alors, s'il y a des choses qu'il a dit qui sont pertinentes, vous pouvez les reprendre et dire je suis d'accord avec toi sur ce point-là, pas de souci. Mais revenir au pourquoi, ça aide un peu à rester dans son couloir et à pas trop, voilà, à pas trop naviguer et à déstabiliser, à être déstabilisé, pardon. Voilà. Mais ça, qu'on soit timide ou pas, quelqu'un qui nous contre avec des arguments, c'est Ah oui, compliqué bah, de toute oui, façon. oui, oui. Et après, il faut Puis aussi là, reconnaître qu'il a raison, c'est bien aussi, hein, ça m'arrive. c'est ça. Et puis là, ça nous sort du débat sur la timidité, on rentre plus dans le débat Exactement. que comment on fait un débat, justement. Très bien. Je vous propose qu'on en reste là. Pour les personnes qui regardent en replay, n'hésitez pas à poser vos commentaires, on y répondra de toute manière. Joël, un énorme merci pour avoir fait ce live Bah, avec nous. merci à vous. C'était Et court puis, et c'était bien. on reprogramme ça un jour prochain Bah si oui. vous voulez. Et puis, si les personnes qui S'il y a nous d'autres suivent en questions qui viennent direct, après, voilà, je réponds. voilà. Merci à tous. Bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.